je vais venir à un point très important dans cette introduction. C'est qu'en fait, le freelancing, ça n'existe pas. C'est qu'il y a plusieurs jeux dans le freelancing. Il y a des jeux qui nous fait évoluer dans des règles différentes. Il y a des règles du jeu différentes dans ces différents sous-jeux du freelancing. Et puis, à chaque étape, on a besoin de développer des compétences différentes. Et il y a une sorte de pyramide qui est organisée en termes de valeurs et de potentielles cibles de revenus qu'on peut viser. Et ça me semble important de clarifier ça avant qu'on commence pour bien comprendre où vous vous situez et comment on va essayer de monter dans cette pyramide. Le premier étage de la pyramide, c'est la sous-traitance. C'est-à-dire, je suis sous-traitant, j'exécute des tâches spécifiques sous la direction d'un client. On va venir dans le détail de chacune de ces étapes. La deuxième, c'est je suis consultant, j'apporte une expertise spécifique pour aider un client à résoudre un problème en gérant l'implémentation. Troisième étage, je suis advisor, conseiller. Je deviens un partenaire de confiance pour la prise de décision stratégique et je guide l'implémentation. Publisher, je produis des contenus et des produits, on va parler pas mal de productisation dans ce programme, pour monétiser son expertise. Et enfin, une sorte de stade avancé du publisher. Votre marque personnelle est si forte qu'on vient vers vous pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Et donc, ça permet de diversifier ses sources de monétisation et d'atteindre des niveaux de productisation de son offre qui est sans précédent. Alors, allons un peu dans le détail. Le sous-traitant, en général, il est payé à l'heure ou à la journée. Donc, il vend son temps. Il vend une compétence ou un éventail de compétences. Et il vend soit directement, soit via des agences ou des plateformes de mise en relation entre freelance et entreprise. En termes de skills nécessaires, de compétences qu'il faut avoir pour pouvoir faire ça, c'est simple, il faut savoir faire un truc et il faut trouver un client qui a besoin de ce truc. C'est aussi simple que ça. Et donc les avantages et inconvénients de ce mode opératoire du freelancing, l'avantage c'est la rapidité pour générer des revenus. Vous pouvez assez rapidement générer des revenus. Il y a beaucoup de besoins. C'est facile de trouver des clients quand on est sous-traitant. Et c'est possible à tous les niveaux d'expérience. Que vous soyez junior, mid ou senior ou très senior, vous pouvez accéder à ce type de tâches. Les potentiels downside ou côté négatif, des revenus qui sont limités par le temps passé, parce qu'en fait, vous vendez votre temps systématiquement dans ce type de métier. Une différenciation qui est difficile, parce que ces métiers deviennent de plus en plus une commodité. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Il y a de plus en plus d'accès à l'international, à des ressources dans des pays en développement, et du coup, vous êtes facilement remplaçable par des gens par des gens pas chers, voire par l'IA. Et là, je l'ai mis au futur, l'IA va faire très mal, mais en fait, l'IA fait déjà beaucoup de mal à ces jobs-là. Je peux vous dire que les copywriters, un certain type en tout cas de copywriters, le sentent vraiment passer. Et on le voit dans les statistiques. Idem pour les devs. Donc aujourd'hui, c'est quand même déjà, c'est un jeu qui est compliqué, qui tire vers le bas la valeur et qui est beaucoup changé. En termes de niveau de chiffre d'affaires, on se situe ici on a des gens qui font entre 0, qui sont vraiment très nuls en vente du coup, et 80K. 80K euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'est le sous-traitant. Le deuxième niveau qui devient un peu plus intéressant, c'est le mode consultant. Le consultant, il a une expertise un peu plus avancée. En général, il vend souvent son temps, on va pas se le cacher, au TJM, ou il a des project-based fees, donc il vend un livrable avec un prix forfaitaire. Il commence à construire sa marque personnelle puisqu'il doit démontrer son expertise avancée, et donc on a des débuts de briques de marque personnelle et de communication sur son expertise. À partir de là, on a besoin de nouveaux skills nécessaires par rapport à l'étape précédente de la sous-traitance, une forte expertise dans un domaine, une capacité de vente parce qu'il y a un peu plus de complexité sales et des cycles plus longs de vente, et un début même de ce qu'on appelle du thought leadership et de marketing personnel, c'est-à-dire la capacité à démontrer son expertise et à se positionner sur un marché, sur sa problématique pour être reconnu. Les avantages, c'est qu'on peut augmenter ses tarifs, on a des tarifs plus élevés que la sous-traitance, et on développe aussi la perception de son expertise et de la valeur qu'on apporte.
Les désavantages, en tout cas les limites, on va dire, de ce modèle, c'est qu'on est encore beaucoup dans l'opérationnel, puisqu'on gère aussi une partie de l'opérationnel, qu'on peut être limité par le temps, surtout quand on vend son temps, et on peut être aussi en compétition avec les employés, avec les full-time employees, et donc ça peut générer des risques et des tensions. En termes de chiffre d'affaires, on est sur des niveaux en général de chiffre d'affaires qui sont entre 80 et 200 K, mais qui le plus souvent plafonnent à 200 K. J'ai pas vu beaucoup de consultants qui dépassaient ce palier-là. Le troisième niveau, ça commence à devenir intéressant. Advisor. Là, on n'est pas là pour implémenter, pour faire, on est là pour faciliter et faire faire. Donc on est dans une posture qui est très différente. On est moins incentivé sur le temps passé, mais plutôt sur la valeur qu'on apporte. Et donc on commence à pouvoir vendre des honoraires par rapport à la valeur qu'on va apporter. On y reviendra dans un module sur le pricing, plus en détail, parce que c'est complexe comme notion, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on commence à décorréler ses revenus du temps passé. Et donc évidemment, ça rend l'offre plus scalable. Il offre directement ses services la plupart du temps, à moins que ce soit des plateformes d'intermédiation de très très grande qualité. Mais en général, on vend directement ses services, on va chercher ses clients, ou on est cherché quand on commence à être bien identifié, et que justement on est un leader reconnu dans son domaine. Et plus on joue sur la rareté, mieux c'est. On reviendra là-dessus aussi. Donc par rapport à l'étape précédente du consulting, il y a des nouvelles compétences qui sont nécessaires. Une compétence de vraiment thought leadership, donc la capacité à créer du contenu qui va montrer son expertise et à bien le distribuer et à toucher une audience à plus large échelle. Des compétences de facilitation. Comment est-ce que plutôt que de faire les choses, j'arrive à bien organiser le faire, à faire en sorte que je permette de donner des bonnes décisions et de faire prendre une direction à les équipes et à travailler plus sur la stratégie que dans la stratégie et l'opérationnel. En général, il faut quand même être plutôt bon à l'oral et en tout cas avoir une forte capacité à convaincre, puisque c'est beaucoup plus complexe de vendre sa valeur que de vendre son temps. Et surtout qu'on va essayer d'atteindre des niveaux de revenus un peu supérieurs. Et il va falloir savoir gérer des personnes seniors, des execs, des CEO, etc. Et donc, il faut savoir faire du stakeholder management à un niveau assez élevé. Les avantages de ce modèle, évidemment, des tarifs encore plus élevés, plus de liberté sur son temps, puisque progressivement, on va décorréler son temps de le temps passé des revenus. Et l'avantage, c'est la forte standardisation dans la façon de travailler, dans son approche, puisqu'on va pouvoir standardiser son approche et la répéter de client en client. Les limites de ce modèle-là, fort besoin en marketing personnel, puisque vous avez encore plus besoin de démontrer votre expertise sur le sujet et de prouver votre expertise. On peut se sentir seul parce qu'on travaille un petit peu en équipe, mais on travaille quand même avec des clients et en tout cas, voilà, ça peut être un petit peu répétitif. On est un petit peu moins dedans à mettre les doigts dans le moteur. Et donc, il faut accepter cette partie-là, mais qui apporte aussi beaucoup d'avantages. Donc, évidemment, on n'a rien sans rien. En termes de niveau de chiffre d'affaires, ça permet à des advisors de passer la barre des 200K. Et on voit des exemples jusqu'à peu près 500K. Il y a même des anomalies de marché, entre guillemets, qui font plus que ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'advisor, si vous avez vraiment une expertise stratégique que vous pouvez mettre à profit chez un certain type de clients, vous pouvez atteindre le demi-million de chiffre d'affaires annuel. Enfin, je vais aller plus rapidement sur les 2 prochains, parce que je vais vous dire honnêtement, je sais pas faire et je pense que personne ici dans ce programme n'en est à ce niveau-là pour l'instant. Ça sera peut-être l'objet plus tard, dans 10 ans d'un autre programme. Les publishers, donc ils offrent un éventail de produits et services en B2B, en B2C. Ils commencent à accompagner ou à former ceux qui sont moins avancés que lui ou elle. Et donc ça nécessite des skills supplémentaires de copywriting qui est vraiment essentiel parce qu'on va commencer à automatiser la génération de business, de leads, etc. Et le copywriting est clé. Même si le copywriting est clé à n'importe quelle des étapes précédentes, mais là encore plus, vraiment un énorme facteur de différenciation. Il va falloir maîtriser le paid marketing et le marketing organique évidemment. Souvent organiser des événements online et offline. Très fort leadership et capacité à prendre la parole en public.
Donc voilà, évidemment, les avantages, c'est un plus grand marché adressable, forte monétisation et diversification des sources de revenus. Les limites de ce modèle-là, c'est que ça devient vraiment un self-marketing business, qu'il faut développer beaucoup de nouvelles compétences, comme vous le voyez à la liste au milieu du slide. Et au démarrage, souvent, c'est pas facile de décoller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une position de publisher, mais qui font 0 €. Et quand d'autres s'en sortent mieux et peuvent viser jusqu'à plusieurs millions d'euros, j'en connais un, donc je peux vous confirmer, ça existe, il y en a plein en France qui arrivent à faire générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires juste avec cette position de publisher. Et le Market of One qui est à peu près la même chose, mais avec encore plus de notoriété, une marque personnelle encore plus développée, et donc qui va progressivement étendre son activité sur plusieurs niches. Ça devient des niveaux de complexité très importants. Ça demande aussi de très gros efforts pour garder sa place parce qu'on est sur un marché dynamique sur lequel on peut pas se reposer sur ses lauriers. Et donc là, on est sur des business à la Tim Ferriss qui sont à plus d'1 million d'euros annuels. On les appelle souvent aussi solopreneurs. Mais en tout cas, voilà, on a quelques exemples déjà sur le marché français. Donc, juste pour bien remettre tout, prendre un petit peu de distance sur tout ça, il y a plusieurs jeux dans le freelancing. Si vous êtes dans ce programme, vous êtes soit dans la case consultant ou en début de devenir consultant ou advisor. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler, c'est comment bien répondre aux règles du jeu de ces deux jeux-là du freelancing et progressivement monter vers cette fonction d'advisor. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que pour passer d'une étape à l'autre, alors déjà, c'est pas possible de sauter une étape. Passer de sous-traitant à advisor, c'est très compliqué, ou c'est pas du tout possible en fait. Il va falloir vraiment progressivement passer d'une étape à l'autre, et on n'est pas obligé d'aller au sommet de la pyramide, hein. Il y en a beaucoup qui vont se contenter d'être advisor et ça leur va très bien. Mais en tout cas, on ne peut pas sauter d'étape. Je voulais vous montrer cette courbe que j'aime beaucoup, qui est très importante à comprendre pour moi, et qui vous aidera peut-être à prendre du recul sur les efforts que vous devez fournir au quotidien pour développer votre business. C'est le cycle émotionnel du changement. En général, quand on commence dans une nouvelle étape de vie ou dans un changement, on est au niveau 1, qui est l'optimisme mal informé. C'est-à-dire, on se dit, mais ça va être super, on est très optimiste sur la suite, on voit tous les bons côtés, les avantages, et on se dit que c'est quand même une démarche excitante. Plus on va avancer, plus on va comprendre qu'en fait, c'est pas si simple. Et donc là, on va passer de l'optimiste mal informé au pessimisme bien informé. Et on va voir qu'en fait, il y a beaucoup d'obstacles, que ça va être dur, en tout cas pas simple, qu'il va falloir s'accrocher. Et donc, on est dans cette phase-là qui est assez compliquée jusqu'à l'étape 3, qui est la vallée du désespoir, qui est vraiment l'étape critique. C'est quand vous allez être au fond du trou, parce que vous allez vous dire, mais c'est trop dur, j'étais quand même tranquille en CDI, c'était plus simple, j'avais pas à fournir autant d'efforts, à prendre autant de risques, j'ai fait tout ça, mais j'en vois pas encore les résultats, etc. C'est là le moment stratégique. C'est là où vous ne devez pas faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire tout arrêter, on revient à la case départ. Ça peut vouloir dire, par exemple, reprendre un job en CDI parce que j'ai abandonné le freelancing, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, vous étiez peut-être à 2 doigts de vivre votre meilleure vie, et juste ce qu'il fallait, c'était vraiment être résilient et poursuivre dans la constance et accepter que c'est pas facile. Et donc là, vraiment, vous êtes au moment où soit vous abandonnez, et en fait, la plupart du temps, on refait les mêmes schémas, c'est-à-dire que vous allez repartir sur autre chose, mais vous allez répéter ces 3 étapes de toute façon. Parce qu'en fait, dans tout changement, il y a de la difficulté, et vous arriverez dans cette vallée du désespoir. Soit vous allez vous dire, je m'accroche, je continue, je me concentre pas trop sur le fait qu'il y a temporairement une absence de résultats immédiats et que ça va être encore un petit peu plus dur. Je vais me concentrer sur les inputs, c'est-à-dire sur les efforts que je vais mettre dans mon changement. Et si vous faites ça, dans 90% des cas, vous allez atteindre le niveau 4, qui est de l'optimisme informé. C'est qu'en fait, vous allez faire votre chemin, vous êtes passé par des étapes difficiles, mais vous avez fait le travail. Et là, vous commencez à voir le fruit de vos résultats, et qu'en fait, les choses commencent à se développer, à se débloquer, pardon. Parce que oui, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, et que ça demande de l'effort, de la patience, etc.
jusqu'à l'étape 5 où vous allez, rencontrer votre succès, vous sentir, motivé, rempli, et où vous serez, beaucoup plus optimiste pour la suite. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit tous, on vit tous ce graphique dans la vie, et il faut avoir le courage de poursuivre et c'est aussi le but de ce programme-là. C'est, quand vous serez dans la vallée du désespoir, c'est d'être là pour vous, à vous accompagner, à vous soutenir et quand on fait ça ensemble, c'est quand même vachement plus simple que d'être tout seul.